Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Hello. Bonjour. Salut tout le monde. Ça va, vous avez la forme? Un jeudi matin 9h. C'est ça. Très content d'être Bien, là, c'est Alicia. la journée. Ouais, ravi de vous avoir ce matin. On va attendre encore peut-être 2 petites minutes, voir s'il y a plus de personnes qui se connectent avant de démarrer et de faire l'intro. Merci également aux personnes qui se sont connectées ce matin. Il est 9h, on imagine que vous êtes avec votre café en train de nous écouter. Et ça va être intéressant, vous avez bien fait. Donc on est ensemble ce matin pour parler de l'avenir de la food tech. Et on a plusieurs intervenants avec nous, comme vous pouvez le voir, qui sont à la fois des restaurateurs et des acteurs du digital. On va faire les présentations un peu plus en détail dans quelques minutes. Mais donc je fais un rapide tour de table. Nous avons donc Charles qui travaille pour Uber Eats, Andy pour Swile, Arnaud qui est le CEO de Pulp, Louis le fondateur de BioBurger, Yann le CTO de Big Mama, Eli qui est le fondateur du restaurant Rolls, Kevin CRO chez Privatiseur et enfin Ophir qui est responsable commercial chez Paygreen, acteur du paiement. Et moi-même, donc, qui suis responsable marketing chez Swile, qui animerait cette super conférence. Et merci aux organisateurs d'ailleurs, et surtout à Lisa d'avoir pris le temps de nous ajouter un peu en dernière minute, et on est super content d'être là. J'attends encore 1 minute et à 9h05, on pourra démarrer. Est-ce que vous avez des choses à dire en attendant? Arnaud, Charles, Louis, Yann. Merci pour l'invitation et très content d'être là. Super. On a hâte de commencer. Nickel. Bon, c'est parti. On y va. Donc, j'ai fait des petites présentations. Donc, je répète rapidement donc les noms des intervenants, enfin pas les noms, mais donc les entreprises qui vont participer. Côté acteurs du digital, donc Swile, Paygreen, Uber Eats, Pulp, Privatiseur. Et du côté restaurateur, BioBurger, Big Mama, Rolls. Et on est ensemble pour 45 minutes pour échanger autour de l'avenir de la food tech, les enjeux, les attentes, les challenges sur 2021. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit retour en arrière et on va faire le bilan sur l'année 2020. Et ensuite, on va échanger ensemble avec nos intervenants sur l'avenir du secteur et donc les projections, les attentes, les challenges sur l'année prochaine. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Louis. Donc Louis, tu es le cofondateur de la chaîne de restaurants BioBurger. Aujourd'hui, BioBurger, c'est 9 restaurants en France, à Paris, Nantes, Bordeaux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail donc comment s'est passée l'année 2020 chez BioBurger et puis nous présenter un peu plus aussi votre business et ce que vous faites? Alors Louis, tu es en mute par contre. Pardon, merci beaucoup. Donc ouais, BioBurger pour commencer, nous on est un fast-food 100% bio. Tous nos produits en fait sont 100% bio. On a une offre tournée autour du hamburger. Et l'objectif de l'enseigne, en fait, c'est de proposer une transition écologique plus simple en s'appuyant sur une offre populaire, donc le hamburger gourmande et accessible avec des prix accessibles en fait, pour enjoindre les clients, les gens à embrayer cette transition mais d'une manière plus festive. Une fois qu'on a dit ça en 2020, alors comme tous, ça a été assez compliqué. Premier confinement, déjà nous on avait prévu 3 ouvertures en mars. Ça tombait comme ça, on avait 3 ouvertures de restaurants, donc du coup on en a eu 2 juste avant le confinement et une qui a été repoussée en juin. Ça c'était pas simple à gérer et ça s'est fait à la dernière minute. Donc par exemple le restaurant des Batignolles a ouvert et une semaine plus tard il a fermé. Et donc on a pris le parti nous de fermer tous nos restaurants intégralement. Même en livraison durant le premier confinement, il y a eu vraiment à l'époque, beaucoup de choses sont passées depuis, mais on hésitait entre cet aspect économique et cet aspect santé. Et donc du coup, on a préféré préserver nos salariés et participer à l'effort sanitaire en fait global et on a fermé tout. On a cela dit un franchisé qui lui-même a décidé de rester ouvert à Montparnasse. Il était tous les jours sur place, il a bien pris soin de ses équipes et il a bien marché en livraison pendant cette période de premier confinement.
Voilà, donc nous, ça nous a permis cette première crise de prendre de la hauteur beaucoup sur le business, notre business model, de retravailler des fondamentaux qu'on n'a pas forcément le temps de travailler en temps normal, de vraiment revoir des choses de fond, et aussi de développer en fait d'autres offres plus rapidement. Donc par exemple, on a le menu enfant ou toute l'offre famille globale qu'on a pu retravailler plus sérieusement pendant cette période, et accélérer aussi sur d'autres outils. Notamment le site internet qui était prévu de base en juin, un nouveau site qu'on a pu lancer plus rapidement que prévu, et finalement avec le click and collect qu'on est arrivé également à lancer. Il était prévu, mais on l'a lancé plus vite, et grâce à Zelti, en fait, on a changé un peu notre fusil d'épaule, on l'a lancé plus vite. Et le click and collect, par exemple, c'est rigolo parce qu'au tout début, on l'a lancé donc en interconfinement, en mai. Au début, ça faisait pas grand chose, et là aujourd'hui, c'est un canal de vente qui représente jusqu'à 4% de nos ventes, ce qui est quand même intéressant pour le click and collect. C'est pas dégueulasse. Voilà. Et donc après aussi, il a fallu gérer les ouvertures. Un franchisé à Bordeaux qui a ouvert en juin. Vous imaginez, il a ouvert en livraison son resto début juin, donc ça c'était un peu l'angoisse. Donc il a fallu bien l'accompagner pendant cette période, donc pas simple. Voilà. Il y a aussi, le deuxième confinement, excusez-moi, bien différent. Et là, on est resté tous ouverts en livraison et à emporter. Et en fait, là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, alors où je vous parle, on fait quasiment les chiffres d'affaires habituels. Ce qui est assez dingue. On arrive à compenser le manque du surplace par du emporté qui marche très bien, et notamment aussi évidemment de la livraison, où là Uber Eats nous accompagne beaucoup dans cette démarche, avec on a toute une offre promotionnelle mise en place, une belle visibilité, et aussi on a les outils digitaux qui vont bien, c'est-à-dire qu'on a une intégration avec le logiciel de Zelti et Uber Eats et le click and collect qui permet à chaque franchisé, à chaque directeur de bien gérer facilement ses commandes. Donc c'est très très fluide tout ça. Nous, ça nous permet aussi de faire des offres assez simples, c'est-à-dire qu'on shoot un nouveau menu, un nouveau produit, et poum, il est envoyé à toutes les plateformes en même temps. Et donc ça fonctionne extrêmement bien. Et donc le deuxième confinement, en fait, on a très peur évidemment comme tous, mais alors on préfère qu'on est ouvert, hein, parce que faire plus de livraison et moins de surplace, c'est pas forcément la meilleure chose non plus. Mais disons que pendant cette période-là, on arrive à vraiment bien résister à l'histoire. Ok, bah super. Voilà. On aura l'occasion de revenir un peu sur le détail de l'ouverture de vos restaurants en pleine crise, puisque vous êtes plusieurs restaurateurs à nous avoir raconté que vous aviez pris ce risque. On en parlera dans la deuxième partie. Étant donné que tu parles de la livraison, c'est vrai que y a plusieurs études donc qui ont démontré que pour la plupart des restaurateurs qui ont pratiqué la livraison à domicile, ça a été considéré comme l'activité indispensable pour faire face à la crise du Covid. Et donc ça tombe bien pour en parler. On a Charles Dupré, qui est responsable Paris chez Uber Eats. Charles, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la crise sanitaire a eu un impact sur la digitalisation du secteur, et en quoi ça a pas mal impacté Uber Eats également, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Très content d'être avec vous ce matin. D'abord, je pense que ce qu'il faut avoir un peu en tête, c'est que le premier confinement est vraiment tombé comme un coup de tonnerre, à la fois pour nos partenaires et pour nous. Par exemple, Louis parlait de l'ouverture de Batignolles. Moi, j'étais allé le voir une semaine avant le premier confinement dans ce nouveau restaurant, juste avant l'ouverture. Et je pense qu'à aucun moment on imaginait qu'on allait être confiné une semaine après. Et cette crise, comme beaucoup de crises, a apporté plus une mutation, enfin plus accéléré les mutations de l'industrie, qui a apporté des vrais changements structurels, à la fois pour nos partenaires et pour nous. Et nous, ce qu'on a vu, c'est deux choses, c'est deux mutations, mais qui étaient déjà latentes, qui étaient déjà en place dans l'écosystème. Le premier, d'abord, c'est une sophistication de la street food. En fait, quand on regarde un peu la street food en France, c'est quelque chose qui existait quasiment pas il y a 10 ans. Quand on voulait un burger il y a 10 ans, on allait dans la brasserie auvergnate ou avéronaise. Mes grands-parents sont aveyronais, donc très 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 contents de cet héritage. Mais on n'avait pas des trucs à emporter très sympas, pas très chers, gourmand, convivial et très accessible. Aujourd'hui, c'est quelque chose non seulement qui existe, mais qui existe avec une très grande diversité. Et quand on regarde ce que fait Louis avec le burger, ce que fait Yann avec les pizzas, on a non seulement de la street food
accessible, mais d'une qualité qui est juste, enfin, je pense dont on pouvait difficilement se douter il y a 6-7 ans quand on vient en arrière. Et là, en fait, donc on a cette évolution, et l'évolution, nous, qu'on a observée, plutôt à la faveur d'ailleurs du deuxième confinement que du premier, c'est un niveau supplémentaire de sophistication qui est l'entrée des chefs de la gastronomie, des chefs parfois étoilés, des chefs parfois médiatiques, dans la street food. Et on a eu par exemple un chef, Stéphane Pitré, qui a créé une marque de ramen. On a eu par exemple Guillaume Sanchez qui a créé une marque de fish and chip, et toujours avec leur touche de chef, leur touche gastronomique. Et on a d'autres chefs, par exemple, comme Alain Ducasse, qui a mis carrément en ligne ses restaurants, tout en adaptant le prix, le packaging et les opérations pour pouvoir livrer pour en tout cas opérer en livraison. Donc ça, c'est la première mutation. La deuxième mutation aussi qui à mon sens intéressante, c'est que et là, c'est plus du point de vue de la tech que du point de vue vraiment des acteurs, c'est qu'on a eu dans les années 2000-2010 un mouvement des technologies au service plus du consumer, dans le sens où la question qu'on se posait, c'est comment faire en sorte que des restaurants pouvaient développer leur site internet, comment faire en sorte que des restaurants pouvaient trouver grâce à internet des canaux de vente. Et aujourd'hui, ce passage au numérique, globalement, il est maîtrisé pour les restaurateurs. C'est-à-dire que les restaurateurs savent comment vendre sur internet, les restaurateurs savent comment se faire connaître sur internet, les restaurateurs savent comment aller chercher une nouveau type de clientèle sur internet. Là aujourd'hui, le deuxième mouvement qui arrive, et nous en tout cas on a l'impression d'être un peu peut-être pas à l'avant-garde, mais en tout cas dans ce mouvement, c'est plutôt une technologie au service du restaurateur, et qui va permettre au restaurateur à la fois de lui donner de la data et en même temps de lui faire gagner des gains de productivité. Nous, ce qu'on fait avec nos restaurants, et Louis et Yann sont là aujourd'hui pour en parler, mais je vois qu'il y a dans les personnes qui sont présentes, qui nous suivent, des restaurateurs qui utilisent Uber Eats. Ce qu'on apporte le service qu'on apporte aussi aux restaurateurs, c'est des datas sur leur performance commerciale, mais aussi sur la satisfaction client, les notes des clients, les notes des plats, le taux de repeat, le taux de fidélisation, et des outils aussi marketing pour pouvoir jouer là-dessus. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais. Les restaurateurs savent communiquer en ligne et sur Internet. Est-ce que Élie, Louis, Yann, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que c'est propre à tous les restaurateurs, ou peut-être juste un certain segment? Clairement, pour moi, un certain segment, et même certaines générations, peut-être, de restaurateurs. Mais même nous, en tant que BioBurger, ça fait 10 ans qu'on existe. Ça n'a pas été toujours le cas, et j'estime que c'est pas encore le cas bien comme il faut. On a encore énormément de choses à faire. Je pense qu'on est distancé sur d'autres choses. Ça dépend. Ouais, je pense que c'est assez générationnel, vraiment, dans l'histoire. Faut penser au restaurateur qui a ouvert sa brasserie il y a 20, 25 ans, 30 ans, et qui n'a pas tout à fait les mêmes outils de communication que nous aujourd'hui. Nous, on est un peu dans notre sphère digitale. Tout le monde s'interconnecte, les logiciels de caisse. Les logiciels de caisse, c'est un bel exemple. Là, on est tous sur, vous connaissez tous les logiciels de caisse sur iPad et autres. Et il faut penser aux autres restaurateurs qui sont restés sur les vieux logiciels. Et ça me permet aussi d'ajouter quelque chose, c'est que le confinement, toutes nos solutions là en ligne, qui sont la base pour nous, hein, on se connecte en ligne, on va sur Zelty, on va sur Uber Eats, on va sur Snapshift, etc., Skello. Et en fait, ça nous a permis, chez nous, dans notre canapé pendant le confinement en tant que dirigeant, de pouvoir gérer nos restos, de pouvoir gérer notre business très facilement. Et ça, c'était pas du tout le cas il y a quelques années. Et donc, ça paraît la base, mais ça a servi énormément aussi à passer cette crise, c'est ces outils en ligne, en fait. Voilà. Donc, ouais, je suis pas... Voilà. Tout le monde est bien. En fait, moi je rajouterais juste l'élément qui est assez important ici, c'est de se remettre en cause. Si on attend et on reste dans le sens, oui on est restaurateur, oui on fait de l'expérience client in place, ben on n'est pas capable de continuer. Et aujourd'hui, les crises que l'on est en train de vivre et qui risquent d'arriver encore dans le futur nous demandent de réfléchir quel est notre métier et quel sera notre métier futur. C'est pour ça que, par exemple, chez Big Mama, on a réfléchi à ce problème-là et on s'est dit, voilà, on n'est
pendant le premier confinement, on n'est plus capable de faire notre métier. On essaye d'aider, on essaye de soutenir, mais on n'était plus capable. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi, on a repensé nos recettes, on a repensé notre manière d'interagir avec notre client pour créer une nouvelle marque qui s'appelle Napoléon. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Yann, comment ça s'est passé le lancement de Napoli Gang? Est-ce que c'était une opportunité liée à la crise? Est-ce que c'était des projets que vous aviez déjà avant la crise? Je pense que ce serait intéressant de revenir un peu là-dessus et sur tout ce que vous avez fait sur. Entendu, merci. Courant d'année 2020, on avait prévu des ouvertures, on avait prévu pour Big Mama d'autres projets. On n'a pas arrêté les ouvertures, on les a continuées. On a ouvert un nouveau pays, une nouvelle ville, Madrid, en septembre de cette année. Ça a plutôt très bien marché et ça continue. Pour que vous sachiez, Madrid n'a jamais fermé pendant le confinement. Oui, on a des restrictions. Oui, on protège nos salariés pour qu'ils puissent travailler dans des environnements sains. Maintenant, en France, comme vous le savez tous, on a été confinés. Il a fallu qu'on réfléchisse. Comment est-ce qu'on fait pour réinventer notre métier de restaurateur et apporter de la qualité, toujours de la qualité à nos clients et de l'amour et toute l'expérience Big Mama. C'est pour ça qu'on a réfléchi et on s'est dit, ok, livraison, comme on a l'habitude de voir des pizzas froides, non, on n'a pas envie. Par contre, on a envie que vous ayez une belle pizza, une belle burrata et tous les bons produits italiens chez vous, comme vous pouvez les retrouver dans nos restaurants. Et c'est là qu'on a fait de la R&D, on a réfléchi. Comment est-ce qu'on va vous apporter le meilleur de l'Italie chez vous? Et c'est comme ça que Napoli Gang a été créé en juillet 2020. Aujourd'hui, on a 10 entités, 10 lieux qui sont capables de livrer du Napoli Gang en France et au UK. Aujourd'hui, on est capable de fournir une expérience de qualité et qui s'améliore encore tous les jours, tout en temps en ayant des pizzas de qualité, avec des produits toujours concoctés 100% maison, en direct de nos producteurs, dans lequel on va essayer d'apporter de la technologie, parce que c'est comme ça qu'on va être capable de fournir en fait des vrais produits de qualité. On se rend pas compte, mais derrière, pour arriver justement à soutenir, et Charles, tu vas pouvoir en parler lui aussi, c'est grâce à nos outils qu'on a pu mettre en place pendant le premier confinement ou qu'on avait déjà commencé à mettre en place avant, qu'on a pu être très réactif et fournir et à tous nos clients individuellement. C'est l'élément qui est le plus délicat en fait dans la livraison, c'est que tous nos clients aient le même niveau de qualité, sachant qu'on n'a pas le retour direct, on a besoin d'un peu de temps et c'est grâce par exemple aux outils que Hubert peut nous donner qu'on a des retours a posteriori sur tous les produits et ça nous a fait réfléchir encore plus. C'est pour ça que dans nos restaurants, par exemple, on a développé un système de paiement qui nous a permis de simplifier la fin de l'expérience client en autorisant le client à juste scanner un QR code, payer, et il avait fini. Et derrière, nous fournir un feedback pour que nous, on s'améliore toujours plus. Même si le serveur venait toujours vous voir et vous dorloter, d'une certaine manière. Pour faire en sorte que tout le monde ait la meilleure des expériences et qu'on respecte et qu'on soutienne les éléments de crise qu'on a aujourd'hui avec le Covid, où on doit justement faire attention et ne pas être cluster dans nos propres restaurants, un élément qui est quand même assez délicat à gérer. Bon, en tout cas, voilà, Napoli Gang et Big Mama sont maintenant deux entités qui continuent à évoluer, on continue à aller plus loin pour satisfaire au mieux tous les gens qui veulent manger de l'italien chez eux, authentique et de qualité. Super intéressant. Je pense que ce serait bien de faire un peu le lien. Enfin, Ellie, on en discutait récemment. Tu me disais justement, toi, que chez Rolls, vous aviez décidé de ne pas vous lancer en livraison, alors que justement, Yann, vous avez vraiment saisi l'opportunité un peu de manière. Pardon ?
J'ai pas entendu, On pardon. a la livraison, mais c'est pas forcément ce sur quoi on se concentre le plus. Vous m'entendez ou pas? Je vais pas savoir si Ouais, ça un peu en marche décalé, mais bien. on t'entend. Je vais peut-être passer en l'ODF, comme ça. Non, honnêtement, la livraison, on s'est pas forcément énormément focalisé dessus, même si on a un produit c'est facile pour nous la livraison. On vend des rouleaux de printemps, donc c'est froid, donc forcément c'est plus facile. On n'a pas ce problème faut pas que le produit arrive à température chez le client. Mais effectivement, nous, en fait, on s'adresse, pour l'instant, on a 2 restaurants. Les 2 restaurants sont dans des zones vraiment de bureaux. Donc, nos clients principaux, c'est euh, un peu nous tous ici en train de discuter, mais normalement qui vont au bureau. Et là, on est nous tous ici en train de discuter devant nos ordinateurs, à la maison pour la plupart. Enfin, certains au bureau, mais j'ai l'impression que c'était quand même une minorité. Donc, on a fait le choix au premier et au deuxième confinement de fermer nos établissements. Mais après, pour revenir sur le sujet de la livraison, c'est vrai que moi, même si on est vraiment sur de la street food de qualité et que c'est ce qu'il y a de plus en plus sur Uber Eats, comme le disait Charles très justement, euh, c'est, enfin, on n'essaie pas vraiment de se développer dessus, du moins pour l'instant, parce qu'on n'a pas l'impression de pouvoir offrir la même expérience client que quand les clients viennent chercher sur place. Donc, on va plus se tourner vers des solutions de click and collect, des solutions de commandes groupées comme il y avait sur Swile avant. Et pour revenir sur ce que Yann disait tout à l'heure, Napoli Gang, moi j'ai testé plusieurs fois. Honnêtement, je suis assez content. J'étais hyper surpris. J'attendais un peu au tournant Big Mama voir s'ils allaient faire en livraison. Et malheureusement, parfois, mais pas par de leur faute, mais de la faute du livreur, de la faute de plein de choses, on est un peu déçu parce que la pizza arrive retournée. On la connaît tous, la pizza de 9h15 qu'on attend depuis hyper longtemps pour regarder le match de foot où on se fait une soirée en amoureux. Et la pizza, elle arrive, elle est retournée. Le livreur, il nous appelle, il est pas au bon numéro. C'est toujours un peu compliqué et c'est le problème aussi, je pense, qu'il y a avec la livraison. Et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de livraisons, c'est pas que le problème arrive plus souvent, c'est que voilà, c'est une question de nombre de personnes qui se font livrer. Il y a de plus en plus de livraisons, c'est de plus en plus long parce que c'est compliqué, je pense, pour Uber Eats de trouver des livreurs qualifiés, du moins des gens de confiance. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'associer mon, mon produit à une expérience qui peut être potentiellement décevante 30-40% du temps? Pas nécessairement. Je préfère avoir les clients qui viennent. Surtout que généralement, enfin, la dernière fois, je discutais avec des amis de mon petit frère qui avait 21 ans. Je leur demandais, vous faites livrer quoi comme restaurant? Ben, en fait, ils se font livrer les restaurants qui sont en bas de chez eux à 5 ou 10 minutes à pied. Donc finalement, pourquoi ne pas aller chercher à emporter dans ces établissements-là? Voilà, je pense que ça résume bien la situation de mon point de vue. Et du coup, est-ce que tu as fait le choix d'autres alternatives digitales? Est-ce que vous avez lancé d'autres choses pour... Bien sûr, on travaille avec Pulp et ça se passe super bien. On en est vraiment ravis. On travaille aussi avec Uber Eats et Deliveroo et on en est vraiment ravis, mais on le met pas trop de temps en avant et on n'hésite pas à l'éteindre si on voit qu'il y a assez de monde sur place et on a vraiment envie de de mettre la priorité sur l'expérience client qui vient sur place. Et on travaille aussi avec Swile avant et on a aussi un click and collect sur notre site. Ok. Ben justement, on peut peut-être maintenant parler d'un autre type, en tout cas de secteur qui s'est pas mal accéléré. C'est plutôt le secteur du paiement. Vous étiez un peu tous en train de le mentionner, donc vous avez intégré beaucoup d'outils, des softs enfin des logiciels qui ont permis d'intégrer aussi des moyens de paiement. Je propose du coup de laisser la parole à Ophir. Donc Ophir, tu es Head of Sales chez Pegreen. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé chez Pegreen pendant la crise? Comment est-ce que tu as pu observer une mutation du secteur du paiement pendant cette période du Covid? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Les aléas du direct. Ouais, c'est La clair. prise de parole, Voilà. Bah, c'est pas grave. Un autre acteur du paiement qui est avec nous ce matin, c'est Swile. Donc, Je vais prendre le relais le temps que ouais. Ophir revienne. Ouais. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ah bah parfait. Ça se déconnecte au mauvais moment.
toujours comme ça. C'est l'effet, je sais plus comment il s'appelle l'effet, mais voilà. Bonjour à tous. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on enregistre, c'est vraiment une augmentation du nombre de paiements digitaux. Donc plus 30% en réalité depuis le confinement. C'est vrai que cette période difficile pour les restaurateurs les a en même temps obligés en fait à se digitaliser. Donc il y a différentes manières en fait de se digitaliser pour les restaurants. Soit ils créent leur propre site web. Je fais un peu le lien avec ce que disaient les restaurateurs tout à l'heure. Soit ils ont leur propre site web qui créent soit en fait maison ou en faisant appeler à des CMS type PrestaShop, WordPress, etc. À ce moment-là, ça demande un peu plus d'investissement. Soit ils font appel, et c'est plus simple, à des éditeurs de logiciels de click and collect. Donc par exemple, ça peut être Zelty, ça peut être TestyCloud, ça peut être Pulp qui est là. Voilà, donc il y a des éditeurs de logiciels voilà qui permettent de se lancer en fait très rapidement dans la vente en ligne de manière très simple. Il y a des commerçants qui ne savaient pas ce que c'était que le digital. Vous aviez des restaurateurs qui faisaient que du surplace, qui se sont lancés dans la vente à emporter, qui se sont lancés dans la livraison. Et nous, voilà, on l'a vraiment vu avec une croissance qui est très forte depuis les 2 confinements. Voilà, ce qui est intéressant pour les restaurateurs, c'est aussi de proposer des moyens de paiement qui soient adaptés à leur secteur d'activité. Donc naturellement proposer carte bancaire, Visa, Mastercard, éventuellement American Express pour certains, mais aussi tout ce qui est titre au restaurant dématérialisé, comme Swile, naturellement, qu'on remercie de nous avoir fait participer à cet événement. Et puis aussi éventuellement les chèques vacances pour certains qui proposent des chèques vacances. Voilà, des moyens de paiement qui soient adaptés finalement au secteur de la restauration. Ça c'est très important parce que nous, par exemple, certains restaurants enregistrent 20 à 30% de leurs paiements en titre au restaurant, ce qui est quand même pas négligeable. Donc c'est 2 à 3 paiements sur 10. Donc c'est important de pouvoir proposer des moyens de paiement qui soient adaptés au secteur de la restauration. Voilà, donc on travaille d'ailleurs avec Big Mama qui est ici, donc qui n'ont pas encore lancé le service avec nous, mais c'est vrai que voilà, ils le savent. Enfin tous les et puis BioBurger aussi, lesquels on échange bien avec à travers Zelty. Donc voilà, donc, digitaliser de manière cohérente et efficace avec des moyens de paiement adaptés. Voilà. Tu parlais des moyens de paiement et des titres restaurants et c'est vrai que nous chez Swile on a pu observer en fait que pendant la crise forcément les plafonds de nos utilisateurs n'ont fait que augmenter et donc il y a un stock de titres restaurants à dépenser et donc une accélération de la dématérialisation puisqu'en fait pendant la crise tu peux pas aller payer avec tes titres resto papier physiquement dans les restos. Pour en parler avec nous ce matin, donc on a Andy qui est responsable sales chez Swile. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, Andy, nous expliquer un peu où on est Swile aussi et ce qui s'est passé sur les derniers mois? Ouais, carrément. Déjà, je suis ravie de pouvoir participer donc à cette table ronde et je vais en profiter pour présenter Swile parce que je pense qu'il y en a peut-être certains qui connaissent pas. Donc Swile, c'est une start-up montpelliéraine. Nous, on s'est lancé en 2018 pour un peu disrupter le marché du titre restaurant. On était connus sous le nom de Buncher avant. Et c'est la carte titre restaurant qu'on reconnaît un peu parce que c'est une petite carte noire. Je sais pas pourquoi les gens se rappellent plus, je pense, de la couleur de la carte que de notre nom. Et aujourd'hui, après 3 ans d'existence, on a 10 000 entreprises et on a un peu plus de 300 000 utilisateurs un peu partout en France. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que en tant que carte titre restaurant, on a cette position un peu d'observateur qui nous permet de suivre un peu les tendances et identifier les habitudes de consommation des utilisateurs. Et pendant la crise, comme tu l'as dit, on a pu observer plusieurs choses. La première, c'est l'augmentation du solde moyen de titres restaurants des utilisateurs pendant le confinement, ce qui en soi est assez logique parce que les gens sortaient moins et donc dépensaient naturellement moins, ce qui a été assez différent par contre pour le deuxième confinement. Mais donc les gens se sont retrouvés avec des soldes de 500 €, 1000 € parfois au moment du déconfinement et ils voulaient les utiliser, ils étaient un peu bloqués. La deuxième chose qu'on a remarqué, c'est l'essor et l'énorme croissance du online. Donc, que ce soit sur les plateformes directes, donc comme Free.sh, Foodcherry, Dashbox, etc. Ensuite, on a les marketplaces, comme les plateformes de livraison, Uber Eats d'ailleurs, avec lesquelles on a multiplié par 10 le nombre de commandes en quelques mois. Donc, ça montre un peu la croissance qu'on a eue en termes de paiement titre restaurant en ligne et les plateformes de click and collect. Donc nous, on a mis en place différentes actions. Donc déjà, concernant l'augmentation du solde des utilisateurs, on a œuvré pour le déplafonnement.
qui est d'ailleurs prolongé jusqu'en septembre 2021 pour permettre aux utilisateurs de pouvoir dépenser jusqu'à 38 euros dans les restaurants et donc dépasser le solde habituel de 19 euros, qui peuvent évidemment dépenser que en restaurant, donc ils peuvent pas dépenser plus de 19 euros en GMS par exemple. Et ensuite, pour un peu accompagner la croissance de commandes en ligne, on continue de pousser pour la dématérialisation au niveau du marché, parce qu'on sait que les paiements en titre restaurant papier créent énormément de friction, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais en fait, quand on est sur un site comme Uber Eats, on peut pas payer avec ces titres restaurant papier. Donc côté utilisateur, ça génère vraiment des frustrations. Donc on continue à pousser pour ça. Un des éléments qui a accéléré la dématérialisation, c'est bien évidemment le confinement, parce que côté RH, ça demande beaucoup d'efforts logistiques de livrer des carnets de titres restaurants à chacun des employés. Enfin, si on a une boîte de 3000 livrée au domicile de 3000 personnes, c'est pas du tout évident. Donc en fait, on a les entreprises qui ont sauté le pas et on continue de pousser pour que le gouvernement justement annonce le projet de loi. On espère que ça va arriver en 2021 et qu'on va arriver, comme en Belgique par exemple, à la dématérialisation totale des titres restaurants. Et de l'autre côté, on continue également de pousser parce qu'on a énormément de demandes d'utilisateurs. On est très proche des utilisateurs, donc on essaie de les écouter autant qu'on peut. Et on a énormément de demandes, on va dire hebdomadaires, en tout cas d'utilisateurs qui veulent pouvoir utiliser leur titre restaurant sur les différentes plateformes en ligne. Donc, on a mis en place plusieurs partenariats. Donc, j'ai parlé d'Uber Eats tout à l'heure, mais on a mis en place différents partenariats, une quarantaine avec des plateformes de commandes en ligne et des services aussi de click and collect, dont Pulp. Et d'ailleurs, Arnaud, je te laisse un peu présenter la solution. Merci beaucoup, Andy. Effectivement, j'ai présenté Pulp parce que c'est peut-être un peu moins connu que Uber Eats, Big Mama et BioBurger. Donc, en fait, Pulp, c'est la plateforme de click and collect, donc sans commission, qui est 100% dédiée à la restauration. Et donc, en fait, on aide des restaurants dans toute la France à développer leur vente à emporter avec notre solution donc à 360 degrés, à la fois dans la mise en ligne de leur click and collect, mais aussi dans la communication autour du service, qui est un point très important. Alicia, Ouais, nickel. Non, mais en effet, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, le click and collect, ça a été pas mal une alternative à la livraison ou tout simplement à la fermeture. Est-ce que, Arnaud, tu aurais des conseils à donner à des restaurateurs qui hésiteraient à se lancer sur du click and collect? C'est quoi les bonnes pratiques pour bien réussir un lancement click and collect? Alors, la clé du succès pour le lancement du click and collect, c'est déjà de vouloir vraiment développer sa vente à emporter. Et ça, au-delà du confinement. Vouloir la développer vraiment sur le long terme, parce que c'est un vrai métier, soit dans la définition du menu, du packaging, de l'expérience client. Et donc, du coup, la clé de voûte de tout ça, c'est la communication autour du service. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vos clients ne sont pas au courant que vous faites du click and collect, ils vont pas l'utiliser. Et donc là, je rejoins totalement ce qu'a dit Louis tout à l'heure, en disant qu'effectivement, pour certains restaurateurs, c'est vraiment naturel de savoir communiquer sur ces solutions digitales, mais c'est pas encore le cas de tout le monde. Et dans ce cadre-là, ils ont besoin d'un accompagnement autour de la communication, autour du service. Et le dernier point, donc là où je rejoins totalement Ophir, c'est qu'il faut faire bien attention aussi que votre prestataire de click and collect accepte les paiements titres restaurant, puisque chez nous aussi, c'est entre 20 et 30% des paiements. Donc voilà, ne pas le négliger et ne surtout pas partir avec un acteur de click and collect dont c'est pas le métier et qui aurait pas développé cette brique dans son offre. Désolée, je suis tout le temps en mute. Du coup, je commence à parler. Je vous propose, merci déjà Arnaud, merci Andy et Ophir pour les dernières interventions. Je vous propose qu'on essaye de parler un peu plus justement de la suite, puisque là, on s'est pas mal focalisé sur les derniers mois. Ce que j'aimerais qu'on réussisse à identifier, c'est si en fait on peut rester assez positif ou si on peut envisager des suites qui nous permettront de rester optimistes pour l'année 2021.
Par rapport aux échanges qu'on a pu avoir déjà avec les restaurateurs, donc vous avez lancé plusieurs restaurants, vous n'êtes pas laissé abattre, donc on pourra revenir un peu là-dessus. Mais dans un premier temps, pour parler un peu plus justement de la façon dont les restos pourraient communiquer, se mettre en avant. On l'a dit tout à l'heure, Charles, tu disais que tu penses que c'est assez évident pour un restaurateur, qu'ils savent plutôt bien le faire aujourd'hui. Côté restaurateur, vous avez un avis un peu mitigé là-dessus. Ça tombe bien puisqu'on a Kevin avec nous ce matin de Privatiseur. Privatiseur, donc là, vous avez annoncé le lancement d'une nouvelle offre avec la Privatiseur Academy pour aider donc les commerçants à gagner en visibilité et mieux communiquer. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que pour vous c'est quand même un pivot, vous n'étiez pas forcément très positionné sur ce genre de business avant la crise, vous étiez plutôt tourné vers l'événementiel. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal que tu nous répètes un peu tout ça, que tu nous expliques ce qui s'est passé chez Privatiseur. Bonjour Alicia, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation et merci de me faire porter le poids de l'optimisme pour 2021 sur la conférence, ça me fait plaisir. Donc Privatiseur, pour ceux qui connaissent pas, on est la plateforme leader d'organisation d'événements pour des particuliers ou pour des entreprises qui souhaitent organiser des choses dans des bars, des restaurants ou des salles de location. Et notre mission, c'est d'aider les gens à se rassembler. Bon, concrètement, on a une mission qui est aux antipodes de la mission du Covid, qui est d'aider les gens à s'isoler et passer le choc, on va dire, de mars, quand on n'a plus pu exercer notre mission comme on a l'habitude de le faire. Il a fallu se poser, mais comme tous les restaurateurs qui l'ont décrit dans la conférence au début, les bonnes questions, prendre un peu de hauteur sur notre business, se demander, bon, qu'est-ce qu'on pourra faire demain et surtout de quoi ont besoin les restaurateurs. Donc, passer le choc du confinement en mars, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé des heures au téléphone avec nos restaurateurs, on leur a posé des questions, on a enregistré pour plus de 250 heures d'interview avec des restaurateurs pour comprendre ce qu'ils attendaient, pour comprendre quelles étaient leurs problématiques au quotidien. On a fait un pari fort qui est de pas changer notre mission sur du conjoncturel et pas créer de l'événementiel digital comme on est en train de le vivre aujourd'hui. J'estime que là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas le futur. En tout cas, j'espère. Et j'espère que dans un an, cette table ronde, on l'aurait fait en réel, dans un restaurant, et éventuellement, on aurait pu la retransmettre. Mais en tout cas, j'espère qu'on on sera pas derrière des écrans comme ça pendant des années et des années. En revanche, ce qui est certain, c'est que les restaurateurs, demain, à la réouverture, ils auront besoin d'outillage pour les aider à organiser des événements. Donc nous, de ces interviews, on a sorti 3 axes de besoins des restaurateurs. Le premier axe, bon, c'est toujours générer plus de business et le succès de Uber Eats et de toutes les plateformes qui permettent de générer du business en sont la preuve. On a des succès qui seront conjoncturels et qui vont vraiment marcher maintenant, mais on a aussi des choses qui seront structurelles et un restaurateur a toujours besoin d'apporter du business. Et nous, de notre côté, on a continué à faire évoluer notre plateforme. On veut continuer à répondre à ce besoin 1. Le deuxième besoin que les restaurateurs nous ont donné, c'est qu'ils ont besoin de formation. Là-dessus, moi, je rejoins beaucoup plus Louis que ce que disait Charles tout à l'heure. Je pense que c'est pas naturel pour un restaurateur de se digitaliser aujourd'hui. Je pense qu'ils le font par besoin là tout de suite, mais c'est pas naturel et ils ont besoin d'aide dans cette démarche et ils ont besoin de se former, ils ont besoin d'être pris par la main, ils ont besoin d'être accompagnés. Dans cette démarche, on a créé la Privatiseur Academy via laquelle, sur les 30 derniers jours, on a formé 30 restaurateurs sur les métiers du digital et sur les clés du digital. En fait, ils connaissent pas ce métier et c'est normal, c'est pas leur formation initiale et c'est pas leur métier initial. Et le troisième axe, c'est qu'ils ont besoin d'outillage. Et encore une fois, les gens autour de la table ici le prouvent. Ils ont besoin de choses qui leur permettent de se digitaliser simplement, faciles à utiliser, qui vont leur faire gagner du temps, mais qui, par extension, vont leur faire également gagner de l'argent. Et en cela, on va lancer une nouvelle marque en janvier, spoiler alert, pour les aider à vraiment optimiser tous les flux d'organisation de groupes. Et donc, on va essayer de softwareiser cette gestion des groupes en optimisant leur visibilité en ligne personnelle, créer un site internet, optimiser leur SEO, etc. Optimiser leur conversion en ligne, avoir des différents boutons de réservation et différents flux de conversion des demandes, optimiser leur transformation en ligne,
grâce à un outil qui va leur permettre de mieux gérer les leads et mieux les faire aboutir. Et enfin, sécuriser leur business grâce à un outillage de caution et de prépaiement. Tout ça sur des événements qui auront lieu réellement dans leur lieu à la réouverture. C'est super. Si on demande un peu l'avis des restaurateurs qui sont présents, est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser? Je dirais que si je peux parler pour la partie Big Mama, c'est en effet quelque chose qui n'était pas connu pour la restauration. Le digital, c'était plutôt quelque chose qui paraissait assez loin, assez éloigné. Et aujourd'hui, on est obligé de prendre le virage. C'est pas qu'on est obligé, mais c'est un mindset que tout le monde prend dans la réflexion qu'on est en train de mettre en place. Et c'est exactement le genre de choses que nous, on a besoin de mettre en place aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus capable chez Big Mama, de faire la queue pendant 2 heures dehors. C'est pas Covid compliant. On est obligé de se réinventer là-dessus. Et c'est pour ça qu'on pense à des outils et on a mis en place des outils, par exemple, de réservation. Mais on a plein d'autres idées pour améliorer justement cette expérience. Après, on a des métriques qu'on n'avait pas l'habitude de suivre non plus. Et c'est totalement en lien avec ce que tu disais, Kevin. C'est que quand on sait pas comment mesurer notre taux de conversion ou notre taux de rebond, mais on n'avance pas. On n'avance pas et on n'est pas capable de s'améliorer. Et c'est là où on commence à intégrer ce genre d'éléments dans notre dashboard en se disant, voilà, ce sont des métriques qui sont très importantes, en plus des feedbacks clients, pour pouvoir bien les comprendre et s'améliorer. C'est une amélioration continue qu'on essaie de faire. Donc c'est quelque chose que, en effet, je suis totalement en phase avec Kevin pour pouvoir améliorer ça. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Ellie, sur la partie la pizza arrive froide ou renversée ou autre, des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est toute la partie gestion du consommateur, consumer services derrière, qui est hyper importante. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une pizza qui arrive soit en retard, soit retournée, soit c'est pas la bonne commande ou ainsi de suite. Donc c'est encore un autre élément qu'on doit nous-mêmes gérer, qu'on ne gérait pas avant, aussi bien que ce qui s'était fait sur place, je dirais. Élie, Louis, vous souhaitez rebondir ou Louis? Pardon. Sur ce que vient de dire Yann, effectivement, et Ellie tout à l'heure, au niveau de la qualité de produit, c'est vrai que, et la qualité de la livraison en général, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire, que ce soit au niveau des restaurateurs, donc en préparation de commandes, dans le packaging, dans l'organisation, mais aussi dans la livraison, en fait, dans l'organisation de la livraison, dans l'organisation du dispatch des livreurs. Nous, on a des problématiques de commandes qui attendent, par exemple, au restaurant, des choses comme ça. Et en fait, on est quand même dans un marché assez ultra nouveau au niveau organisation qui explose. Et donc, on a tous besoin de se mettre au travail pour faire en sorte que la livraison soit quelque chose qui soit bien plus quali que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Après, petite nuance, c'est que je pense que les clients qui commandent en livraison, quelque part dans leur tête, ils savent qu'ils ont exactement le même produit qu'un restaurant. Il faut quand même souligner ça. C'est que quand on commande, même avant, quand il n'y avait pas tous ces modèles-là, quand on commandait un restaurateur avec son propre livreur, on savait qu'on n'allait pas avoir exactement ce qu'on a en restaurant. Et malgré tout, il faut travailler pour faire en sorte qu'on y arrive. Et là, je me permets aussi de faire un pont sur autre chose. Donc, je dévie un peu, mais il y a le sujet des emballages. C'est quand même un drame énorme. Là, on est reparti sur un truc. Moi, encore hier, je me suis fait livrer, j'ai jeté du plastique. Enfin, c'est l'horreur. Là, il faut qu'on se mette autour d'une table et c'est en train de. Il y a des choses qui se passent. Il y a un sujet consigne qui est clairement à mettre sur le tapis. Parce que ça, c'est le gros problème de la livraison. C'est ça, c'est la consigne, c'est les emballages qu'on jette. On est chez nous, on ne sait pas comment faire. Il n'y a aucune consigne de personne. Nous, on est en train de bosser dessus. Alors, le mot consigne, des consignes, de savoir comment on jette nos emballages déjà. Et après, il y a la consigne de l'emballage en dur. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de progrès encore pour faire en sorte, pour rebondir sur ce que disait Ellie, pour faire en sorte qu'on arrive à faire de la livraison quali, au-delà du produit intrinsèque, la livraison quali. Je vais juste me permettre de rebondir là-dessus. Je suis d'accord, en vrai, il y a énormément d'axes d'amélioration, mais je pense qu'il y a aussi factuellement des faits qui font que ça sera compliqué d'avoir une qualité optimale. Et tout à l'heure, j'avais pris l'exemple de Big Mama avec la pizza retournée, mais l'exemple des frites froides ou molles, je veux dire sur les burgers, elle est horrible. Et je tiens à dire tous les deux à Yann et à Louis que je suis un grand consommateur
de pizza de chez Big Mama et Bio Burger. C'est ce que j'ai dit en Marc et Alicia au téléphone. C'est un peu devenu le McDo de quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire que j'ai évolué de manière de consommer. Donc, mais j'adore toujours manger des burgers. Donc maintenant, je vais chez Bio Burger. Mais moi, bon, je pourrais jamais commander un burger chez vous parce que j'aurais trop peur d'être déçu. Je trouve qu'il est tellement bon quand il sort du sac avec les frites. Enfin, je veux dire, c'est là qu'il est le meilleur. Mais c'est sûr effectivement, il y a un point qui est soulevé qui est très intéressant, c'est qu'il faut absolument qu'on s'améliore tous. On a tous ce sujet, on n'arrive jamais à savoir. Moi, parfois, je suis persuadé d'avoir donné, vu que moi, je suis encore, enfin, j'imagine que vous aussi, mais moi, je suis encore au restaurant, je donne les commandes au livreur et le soir même, sur une livraison précise dont je me rappelle l'avoir fait, je me rappelle avoir écrit le numéro de la livraison sur le sac. Le client a dit ouais, il manque un produit, il manquait ci, il manquait ça, ça c'était pas comme ci, ça c'était pas comme ça, et on a toujours cette grande frustration de se dire mais non, j'ai tout fait pour, et ça je pense que vous l'avez peut-être aussi mutuellement ce problème, et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution à ça pour que la livraison ça devienne sur le long terme quelque chose qui est, enfin qui apporte une expérience client sur laquelle on a un impact aussi, tous les restaurateurs. C'est important. On a deux questions justement de la part des personnes qui nous écoutent, qui sont assez liées à ce que vous êtes en train de dire. La première, donc, qui s'adresse à vous trois, donc Louis, Yann, Élie. Quel retour qualitatif peut avoir un restaurant sur la qualité de la livraison? Est-ce que ce sont des données que Uber Eats ou autres vous donnent? Oui. On a les commentaires des clients. On a accès aux commentaires des clients et aux notes des clients directement. Il y en a beaucoup d'ailleurs, il y a une belle base de données. Et c'est quelque chose qui est essentiel, ouais. Oui, on a de l'information. Après, c'est vrai qu'on a encore des axes d'amélioration, tout autant sur la transmission du colis, je dirais, du paquet, et après dans les données que pourrait nous remonter Uber ou d'autres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas entièrement. On peut traquer, mais on n'a pas tout ce qu'on peut pas. Il y a un petit sujet aussi sur la prise en compte du SAV entre guillemets. Est-ce que le client il sait pas s'il doit appeler Uber, s'il doit appeler le restaurant? Parfois c'est la faute d'Uber, il appelle le restaurant, donc les gars en restaurant ils savent pas quoi dire. Enfin, parfois c'est la faute du restaurateur et pas d'Uber parce qu'il manque. Enfin voilà, parfois il y a des petits télescopages comme ça qui font que l'expérience client finale elle est désastreuse et qu'on perd des clients alors que enfin voilà, il y a vraiment un sujet, faut vraiment qu'on bosse main dans la main pour arriver à avoir quelque chose de plus fluide. Cela dit, je voulais rajouter aussi, il y a quand même eu des améliorations depuis 3 ans. Le truc c'est que le volume s'est augmenté, donc mais par rapport à tout début quand on a commencé la livraison, donc c'est quand même bien mieux organisé aujourd'hui qu'il y a 3 ans, 4 ans. On a une autre question justement qui concerne un peu l'image de marque dont tu parlais, Yann. Et la question est adressée à Napoli Gang, mais je pense que vous pouvez tous y répondre. Donc, est-ce que la partie merchandising est une piste viable, sympa en ROI, donc pour Napoli Gang, que vous comptez creuser, ou est-ce que c'est purement un sujet d'image? On a l'intention, pas de creuser, mais d'exploser. Donc oui, on a bien l'intention de conquérir beaucoup de villes très rapidement. À l'international. Voilà. On est déjà présent, comme je le disais, à Londres, à Lille, à Paris et à Lyon. Et on va continuer. Comment? Avec Napoli Gang. Exactement, Napoli Gang. Je parle uniquement du Napoli Gang. Donc de la livraison. Et Louis et Élie, des sujets sur comment on fait pour maintenir son image de marque et son concept à travers la livraison? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Enfin, ça, c'est vraiment une croyance qu'on a chez nous, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Moi, le 100% livraison, j'y crois pas une seconde. En fait, c'est pas adapté au business model de BioBurger, en tout cas. On doit garder de l'emporter, on doit garder du surplace, surtout. Là, il y a un enjeu économique et un enjeu aussi, je sais pas moi, de culture, culturelle. Il faut qu'on garde, évidemment, on est tous très attachés au restaurant, que ce soit de la restauration rapide comme on fait nous, et surtout la restauration à table et d'autres. Et nous, on trouve notre intérêt avec un bel équilibre entre la livraison, le emporter et le surplace. Et on fonctionne comme ça depuis toujours. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas eu besoin forcément de pivoter avec tout ce qui s'est passé, c'est juste des ratios qui ont changé. Donc du coup, nous, l'avenir, on le voit avec un équilibre et une montée un équilibre de tous ces canaux de vente, vraiment, je vais y arriver.
Et donc, du coup, en travaillant absolument l'expérience client en restaurant, pour pouvoir résister entre guillemets et ne pas devenir un livreur de burger, quoi. Parce que je pense qu'on est tous perdants, mais même Uber Eats, on est tous perdants si on fait que de la livraison demain. Ça, c'est vraiment voilà. Et donc, on est tous responsables, et les clients aussi. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure. Oui, c'est Ellie. Si on a un restaurant qui est en bas de chez nous, ben, allons chercher à emporter en fait. Nous ne nous faisons pas livrer. Et encore une fois, moi je comprenais pas jusqu'à hier pourquoi on se faisait livrer quelque chose qui était à 5 minutes. Et hier, moi je rentrais de voyage et j'ai failli me faire livrer un resto qui était à 5 minutes. Et à payer mes fees de 2 euros. Et je me suis dit, ah oui, en fait, on a vraiment la flemme de descendre de chez nous. Mais ça, en fait, je pense qu'il faut être militant, entre guillemets, et aller chercher à emporter plus tôt, c'est important. C'est important. Pour maintenir le contact, au moins. Ouais, pour pas perdre le contact, parce que si on va pas chercher à emporter, ça fait qu'on glisse tout doucement vers que des dark kitchen, en fait. Et, moi, je ne crois pas, hein. Je pense pas que ça va se passer comme ça. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment continuer à aller au restaurant, que ce soit emporté. Mais emporter, même, c'est important, même si on ne passe que 5 minutes. On voit le restaurateur, on a un univers, on est mieux pris en charge, la qualité de produit sera meilleure à la fin, quand même, quoi qu'on en dise. La perception est différente. Il faut vraiment chercher cet équilibre-là. Voilà. Alors, quel est le ratio? Je sais pas, ça dépend des business models de chacun. Mais il faut vraiment chercher cet équilibre entre ces différentes données. Et ne serait-ce que pour les restaurateurs, là, on n'en parle pas trop. Enfin, si, c'était un peu le cas de Big Mama avant le confinement, mais les restaurateurs qui n'ont pas pu faire comme Big Mama et qui font que du surplace. Il y en a plein, il y en a énormément, et c'est eux qui subissent le plus cette crise. Il faut qu'on continue. On est tous des clients de ces restaurants-là. Et rien que pour ce principe-là, il faut continuer à aller au restaurant, il faut continuer à aller prendre emporter, il faut continuer le physique. Voilà. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Merci Louis. Je vais juste vous poser une question à tous assez ouverte et je vais vous laisser répondre à tour de rôle. Sur vos différents secteurs, comment vous vous projetez pour l'année 2021 et quels sont les enjeux, les attentes et les challenges que vous observez et auxquels vous allez vous attaquer? Moi, je peux répondre rapidement. Déjà, c'est continuer la digitalisation, bien entendu. Les restaurants qui n'ont pas réussi à se digitaliser pour l'instant, qu'ils y aillent le plus vite possible, entre guillemets, parce que c'est important pour la survie aussi de certains restaurants. Voilà. Et puis continuer à intégrer donc les moyens de paiement adaptés, éventuellement des nouveaux moyens de paiement qui sortent, etc. Voilà. Et aussi des habitudes de consommation, comme par exemple le paiement groupé. Nous, on prévoit de proposer ça à un moment donné. Je sais que ça existe déjà ailleurs, mais voilà, on prévoit de proposer ça parce que c'est une demande qu'on a enregistrée et qui sera pertinente à proposer. Voilà. Peut-être pour continuer sur le paiement, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a un réel enjeu sur la dématérialisation, hein, parce que les clients ont besoin d'avoir une expérience juste fluide et simple. Donc, on va continuer de notre côté Swile, à développer les intégrations avec les différents acteurs du secteur, hein, pour évangéliser les paiements dits restaurants. Ensuite, on va faire en sorte, en tout cas, on veut pousser pour que les gens reviennent au restaurant. On en parlait tout à l'heure. Et nous, on échange tous les jours avec des restaurateurs et ils nous disent, moi, je veux gagner en visibilité, je veux avoir des nouveaux clients. Et d'un autre côté, on a des utilisateurs. Nous, on en a 300 000 en plus, donc c'est assez intéressant, qui veulent justement revenir en restaurant, qui veulent découvrir de nouveaux établissements et qui veulent soutenir les commerces de proximité. Donc, on est en train de travailler sur un projet pour justement mettre en contact ces deux interlocuteurs-là. Et après, moi, j'ai un sujet un peu pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Alicia. C'est pour les challenges, c'est la digitalisation dans le secteur de la restauration traditionnelle. Moi, qui me fait un peu peur parce qu'on a tous nos petites brasseries, nos petits bistrots du coin qu'on aime bien. D'ailleurs, nous, c'est souvent un peu nos QG. Et en fait, la crainte derrière ça, c'est que dans le futur, on perde un peu en diversification d'établissements. C'est-à-dire que si ces établissements-là n'arrivent pas à prendre un peu le virage de la digitalisation, ça veut dire qu'à chaque coin de rue, on n'aura que des pokés et des bobounes. Enfin, comment on fait pour les aider? Donc, je sais que Kevin en a parlé avec la Privatiseur Academy pour les accompagner. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour aider ces restaurants-là à passer un peu à l'ère du digital? Voilà, c'est un peu mes interrogations. Je rebondis du coup sur ce que dit Andy, mais côté privatiseur, nous je pense que l'année elle sera rythmée au fur et à mesure des déconfinements et des rythmes de vaccination, parce que plus
plus ce sera fait, plus on pourra se rassembler. Et donc, je pense que c'est ça qui va driver notre croissance. Ceci étant dit, on va travailler dans l'ombre avant la réouverture officielle et la possibilité de rassembler des groupes à l'intérieur de ces établissements. Chez nous, lancement de marque en janvier sur notre nouveau software qu'on veut faire adopter par plusieurs milliers de restaurateurs en France sur l'année 2021. On va essayer de voir sur l'ouverture d'un 3e pays sur la fin de l'année et continuer cette croissance sur le rythme qu'on avait jusque fin 2019 et essayer de reprendre la courbe où on l'avait laissée à partir de septembre de l'année prochaine. La crise vous arrête pas du coup, si je comprends bien. Et je pense que il faut pas. Tu m'as fait porter l'optimisme tout à l'heure. Je dois. Exactement. Et je pense que ce serait intéressant d'entendre les restos pour finir. Justement, c'est quoi les projets sur l'année 2021? Est-ce qu'on peut encore se projeter sur une année? Est-ce qu'on peut se projeter que sur du court terme? C'est quoi votre avis là-dessus? Moi, je voudrais porter l'optimisme avec Kevin, partager en tout cas. Ouais, je pense qu'il faut rester optimiste. Faut courber les chines, mais faut pas rompre, on va dire, face à ce qui se passe. Ça va passer. Alors, on n'a pas de date, on commence à revoir un petit peu, mais ça va finir par passer. On est aidé aussi. On n'a pas parlé des aides gouvernementales, mais on est quand même aidé, hein, beaucoup. Faut quand même le dire. Tout le monde, hein, tous les restaurateurs sont beaucoup aidés. Et donc du coup, bah oui, rester optimiste, continuer à investir. Je pense que c'est important. Ne pas avoir peur, continuer à investir, pas n'importe comment. Nous, on va ouvrir 2 restos, un en février à Lyon et un en mai à Montpellier. Et il y a d'autres projets aussi qui vont sortir des cartons. Donc le but, c'est de continuer le développement et de penser un petit peu différemment en s'adaptant. Faut pas aussi trop se remettre en question, trop changer, trop pivoter. On va revenir sans doute à quelque chose comme avant, mais un peu différent. Voilà, donc je pense qu'il faut garder la foi. On voit bien qu'on est tous, et je pense qu'il faut confiance aussi à nos clients. On est tous ravis on est tous impatients de revenir au restaurant, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas avoir peur qu'il y ait un monde d'après qui soit complètement différent, complètement derrière des écrans. Et continuer à investir, c'est important pour tout. Ouais. Je peux continuer dans la ligne de Louis, totalement en phase avec tout ce qui a pu être dit. Nous aussi, autant Big Mama, donc restauration sur place, que Napoléon livraison, on a prévu de continuer à grandir. On va ouvrir des nouvelles villes, on va ouvrir des nouveaux pays. On continue. L'année prochaine, les années d'après, on n'a pas ralenti du tout notre projet de développement. Au contraire, on essaye d'être encore plus fort dans ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire. Mais on essaye de s'améliorer, comme je le disais avant, sur la partie livraison. Donc, on a plein d'idées sur comment faire en sorte que l'expérience client soit toujours meilleure et éviter d'être frustré par des choses qui sont plutôt issues du passé, sur comment on avait l'habitude de voir de cette livraison-là ou ce click and collect. Donc oui, on va utiliser tous les canaux, on va se digitaliser encore un peu, et on va toujours se centrer sur l'expérience client pour que celle-ci soit maximisée tout le temps et avoir un bon italien chez soi. On dit au revoir à Kevin, je pense. Mais merci Yann. Le mot de la fin, peut-être, Elie, je pense que tu veux mais ajouter moi, quelque chose, honnêtement, je rejoins Louis et Yann. Je pense qu'il faut rester optimiste. Mais surtout, ce que disait Louis, c'est qu'il faut pas non plus trop se remettre en question et trop se faire mal au crâne pour finalement commencer à trouver des solutions à des faux problèmes, parce que tout ça, c'est temporaire. Comme le disait aussi Andy tout à l'heure, on n'a qu'une hâte, c'est de retourner manger une bavette frite à la brasserie en bas de la maison. On va boire son petit verre de blanc. Et il faut vraiment se dire, ok, mais je pense que ça nous a tous mis une claque, mais une claque qui est bien, qui nous a fait nous remettre en question. On était tous un peu sur nos lauriers. Ouais, la restauration, ça sera jamais digital, ça sera jamais comme si. C'est un bon vieux métier. Non, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Il faut apprendre à être sur tous les canaux. Mais on l'avait déjà vu avant avec Instagram. Maintenant, on voit des brasseries de quartier être sur Instagram, avoir des comptes magnifiques. Et tant mieux, je veux dire, parce que c'est important d'être présent d'être présent en ligne d'une manière ou d'une autre, mais effectivement, faut continuer à avancer. Nous, au Rolls, on continue à avancer. On a ouvert un restaurant entre les 2 confinements. Enfin, je veux dire, on va continuer à le faire. On n'arrête pas de continuer à chercher, de réfléchir. Alors, quand bien même on est fermé en ce moment, mais parce que c'est notre business model qui veut ça. Nous, on s'adresse aux gens dans les bureaux et voilà. Donc, mais non, vraiment, je pense qu'il faut rester positif. On va faire du mieux qu'on peut. D'accord avec toi. Je vous remercie à tous. On va laisser la place à la conférence suivante. On a déjà un petit peu débordé, désolé.
Merci encore d'avoir été avec nous. Si vous voulez continuer la discussion, on peut se retrouver sur le lounge de Swile et puis on sera ravis de vous y voir. Merci tout le monde. Merci pour Merci l'invitation. à tous. Merci à tous. Salut.